Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 108e, avec à la technique notre camarade Piquécou, à l'instruction publique notre hussard noir Jean. Salut à tous. Et Roro blabla comme d'hab, voilà, pour une émission, une dernière avec l'équipe au complet, puisque puisque le hussard, ce social trade, part. Non, c'est pas vrai. Il part pour des vacances ô combien méritées dans ces belles montagnes pyrénéennes, dans sa grange tout là-haut sur la montagne. Et on le reverra au mois de septembre. Alors on va tous pleurer pendant 2 mois, mais bon, je vous en reparlerai parce que l'émission va pas franchement s'arrêter. Ça sera pas non plus franchement une émission comme vous avez l'habitude de l'écouter toute l'année. Parce que comme Jean ne sera pas là, il y aura toute une partie culturelle qui sera un petit peu anémiée. J'essaierai de vous parler d'artistes, mais ça sera moins pointu que Jean, parce que lui, il y consacre un temps considérable. C'est quelqu'un de très sérieux qui fait son travail comme un grand professionnel qu'il est. Oui, alors que moi, je suis plutôt le genre velléitaire. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Tout de suite donc. Tout de suite. Voilà, c'était Hécatombe de Georges Brassens, une chanson qui était sortie en 1953, qui était interdite d'antenne à sa sortie et que malheureusement on peut toujours pas chanter dans les rues sans se faire embarquer. Merci beaucoup, chers camarades. Effectivement, on avait, oui, bien, on est tout à fait surpris avec Jean et heureux de constater que notre camarade s'exprime enfin. Ben, on connaissait pas en fait la voix de Piquécou. On l'avait jamais entendu. Curieux. Et quand même dans une radio. La voix radiophonique. Bah oui, une radio sans voix, c'est une radio qui n'existe pas, en quelque sorte. Donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, la plus rebelle des émissions, plus rebelle des techniciennes, qui vient de vous le prouver aujourd'hui, avec Jean à l'instruction publique, qui va tout de suite, non pas tout de suite, parce que avant on a la minute de militance de Raymond Lascience sur Arracaille, la 108e, qui va débuter par la minute de Momo. L'anarchisme, une révolte contre le capitalisme. Anarchisme, c'est la révolte contre le capitalisme, mon Jean. Des idées qui ont existé au sein de la société avant que ce foutu capitalisme existe. Depuis des milliers d'années, déjà des idées anticapitalistes, donc libertaires, circulaient parmi les intellectuels
qui taillaient des silex pour chasser le mammouth. Voilà. Donc les anards étaient déjà anticapitalistes avant que les capitalistes existent aient poussé leurs premières dents, quoi. Tout à fait. Enfin, les idées, parce que ça s'est concrétisé à l'apparition de la propriété privée et de l'État qui a suivi l'apparition de la propriété privée. À partir, il a fallu gérer tout ça. Ah oui, ça. Donc l'État est né, et en même temps, là, les idées anarchistes ont commencé à prendre une forme qui n'a cessé de s'étayer jusqu'à aujourd'hui. Bon. Donc l'anarchisme est le fruit de la transformation de cette foutue société qui a accompagné la création de l'État et de la propriété privée, comme je viens de le dire. L'État-nation moderne et capitaliste. Il faut bien, l'État-nation, la nation aussi, c'est quelque chose, c'est un concept qui est assez récent aussi. L'idée de nation, avant, en France par exemple, c'était des duchés, des comtés, etc., des régions. Mais la France nation, c'est entré dans les mœurs plutôt avec la Révolution française de 1789, quand on a aboli les frontières entre les provinces, etc., et que l'usage du français s'est imposé partout. Parce qu'avant, chaque village avait son dialecte pratiquement, donc c'était un petit peu difficile. Les anarchistes démontrent aussi dans leur pratique et avec leurs idées que le pouvoir des gouvernements et autres formes de hiérarchie dépendent des gouvernés. Car les gouvernés, les opprimés, entre guillemets, ont souvent les mêmes idées que leurs gouverneurs. C'est-à-dire qu'ils acceptent comme un fait établi que, ils soient commandés, soient dirigés, soient exploités. Comment on peut faire autrement, ça a toujours existé, donc que ça continue, c'est joyeux. Alors les gouvernants, autant que les gouvernés, croient à l'autorité. Voilà, c'est ça qui est difficile dans un pays comme le nôtre, par exemple aujourd'hui. Il va y avoir des élections l'année prochaine d'un président fantoche, et les gens vont se précipiter dans les urnes pour réélire un autre président fantoche, parce que si c'est pas lui, si c'est un autre, il sera aussi fantoche que lui. On peut dire ça comme ça, puisqu'il défendra les mêmes valeurs. Et ces valeurs contre lesquelles les anarchistes sont tout à fait, comment on peut dire ça, que les anarchistes rejettent complètement. Parce que nous, on ne croit ni à l'autorité, ni à la hiérarchie, ni au pouvoir qui en découle. Pour les anarchistes, la privation de liberté de notre société de masse moderne les entraîne à créer une société libre. Enfin, tout le combat des anarchistes, c'est essayer de donner aux gens l'envie d'être libres et de se donner les moyens de l'être. La critique que les anarchistes font de la société moderne, s'exprime ainsi. Je vous cite pas les noms des gens qui ont écrit ces espèces de sentences ou de maximes ou je sais pas quoi, d'extraits de leurs œuvres, parce que comme je vous le disais dans une émission précédente, on n'en a rien à foutre des noms des penseurs de l'anarchisme. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. Rechercher et identifier les structures d'autorité, là ça devient un discours un petit peu plus élaboré, de hiérarchie et de domination dans tous les aspects de la vie, et de les contester, à moins qu'une justification puisse en être donnée. C'est-à-dire, si on conteste pas pour contester, s'il y a une justification qui peut être donnée de tel ou tel aspect de la vie qui nous paraissent incompatibles avec nos idées, on peut s'en accommoder, si c'est pas complètement aberrant. Donc, mais si elles sont illégitimes, c'est-à-dire si on juge que vraiment il n'y a aucun accommodement possible, on essaye de les démanteler afin d'accroître la liberté de nos contemporains, et nous-mêmes d'ailleurs, parce qu'on est dans le lot. Alors ces choses contestables, c'est le pouvoir politique, la propriété et la gestion, les relations entre les hommes et les femmes, des parents et des enfants, le contrôle sur les destins des générations futures, l'impératif moral de base derrière le mouvement environnemental et beaucoup d'autres. Voilà, vous avez tout compris? Moi, pas tout à fait, mais bon. Il y a des gens plus intelligents que moi qui nous écoutent. Les anarchistes essayent d'encourager ce processus, un processus de recherche de liberté. Et cette évaluation critique du pouvoir de la domination, imaginez le pouvoir de la domination, on est en plein dedans. Cette atteinte qui est considérée comme naturelle par les gens que je vous expliquais tout à l'heure, ou comme du bon sens, jusqu'à ce que ce soit remis en question, comme on espère que ça va l'être, pas trop tard, parce que si on continue comme ça, on va vraiment se retrouver complètement ficelé.
Et alors là, on encourage notre mouvement, en tout cas dans les idées fortes du mouvement anarchiste, on privilégie l'action directe. C'est-à-dire, ça fait un peu peur maintenant, même aux anarchistes. Mais je vais vous donner une citation de Louise Michel tout de suite après, qui pour vous mettre le nez dans le caca et vous faire comprendre un petit peu plus ce qui motivait les anarchistes comme Louise Michel. Voilà, qui essaye d'encourager donc ce processus d'action directe des opprimés, ainsi que d'encourager leur sensibilité et tendance anarchiste qui existent dans toutes les sociétés hiérarchisées. Parce que même inconsciemment, les gens, même s'ils sont complètement écrasés par l'autorité, etc., au fond d'eux-mêmes, il y a une aspiration quand même des hommes à la liberté. Et pour l'action directe, Louise Michel déclare au groupe révolutionnaire du 18e arrondissement de Paris ceci, et écoutez bien. Non, parce que c'est vraiment extraordinaire. Il pensait que c'est un siècle qu'elle s'exprimait comme ça. Elle disait, regardez ce qui se passe en Russie. Regardez le grand parti nihiliste. Ça, vous pouvez voir dans Dostoïevski, il a écrit quelque chose là-dessus. Vous voyez ces membres qui savent hardiment et si glorieusement mourir. C'est Louise Michel qui dit ça. Que faites-vous comme eux? Ça veut dire, qu'est-ce que vous branlez, les mecs? Manque-t-il donc de pioches pour creuser des souterrains, de dynamite pour faire sauter Paris, de pétrole pour tout incendier? C'est pour ça qu'on les appelle les pétroleuses. Imitez les nihilistes, et je serai à votre tête. Alors seulement nous serons dignes de la liberté. Nous pourrons la conquérir sur les débris d'une société pourrie, qui craque de toutes parts, et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le fer et le feu. Nous établirons le nouveau monde social. C'est une révolutionnaire anarchiste qui s'exprimait ainsi au 19e siècle. Et en 1882, écoutez bien, parce que là, ça va vous éclater. C'est le cas de le dire. En 1882, le groupe La Panthère de Batignolles, un groupe anarchiste, La Panthère de Batignolles, consacre sa première réunion de groupe à la confection de bombes à main. Des tombolas sont organisées avec des armes comme lots principaux. Voilà les anarchistes du 19e siècle. Comparé aux couilles molles de maintenant, ça fait quand même on est un brin nostalgique. On a l'impression que tu suces des bonbons, là. Oui, t'es sûr que tu serais pas un brin nostalgique de ces temps héroïques? Un peu quand même. Si, parce que, tu sais, t'as lu comme moi la lettre sur la liste FA du camarade qui se tire de la FA, quoi. Bon. Et il est en plein là-dedans, quoi. Vraiment, ouais. La critique ou l'aspect négatif de l'anarchisme est l'exposition du mal inhérent à toute autorité, qu'il s'agisse de l'État, de la propriété ou de quoi que ce soit d'autre qui soit rattaché. Et aujourd'hui, alors là, c'est mon petit commentaire personnel, si vous me le permettez, même si vous ne me le permettez pas. Et aujourd'hui, pouvons-nous reprendre à notre compte les paroles de Louise? Alors voilà. Au lieu de participer à des manifs plan-plan, de chanter une chanson de Georges pour marquer notre attachement à la liberté de chanter, faire des fêtes, les anarchistes sont aujourd'hui invisibles, à l'écart des luttes sociales pour le logement, le travail, l'éducation, la santé, puis on pourrait allonger la liste à l'infini. Où sont les occupations d'usines, de logements vides, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux, etc., etc., par des militants anarchistes? Faire des amas, pourquoi pas? Mais pour qui? Et les grandes surfaces qui se gavent sur le dos des plus démunis d'entre nous, qui va leur botter le cul? Louise, au secours! Ouais, mon Jean, c'est à toi. Il est très content de sa prestation ce matin. Bon, quelque chose me dit que pendant les 2 mois d'été, là, vous allez déguster. Hein. Ça va devenir un rendez-vous incontournable. Oui, c'est de ta faute, tu t'es pas là. Hein. Je suis bien obligé de remplir les vides. Oui, ça a l'air bien parti. L'ancien ministre de l'Intérieur socialiste. Ah bon? Daniel Vaillant. Ah oui. Ouais, ça remonte déjà à quelques années. Hein, a proposé de créer une filière d'État du hashish dans l'Hexagone. Non, c'est sérieux? Si, c'est sérieux. Ah ouais? Selon un sondage IFOP pour le journal Sud-Ouest, 63% des Français se disent opposés à cette idée. Moi, ce qui m'a en fait le plus étonné, c'est qu'il n'y en ait que 63%. Oui, c'est vrai. Qui soient opposés. Bon, en tout cas, le Premier ministre François Pignon, qui attend toujours le résultat des sondages avant de communiquer son opinion, François Pignon, donc, en a profité pour réaffirmer, évidemment, son opposition totale à la dépénalisation du cannabis.
Pour la délepénisation des esprits, on attendra aussi. Vous remarquez que l'UMP cavale derrière le FN, là, il y a encore quand même 1 an avant la présidentielle, ça risque d'être vraiment très très chaud, jusqu'en mai 2012. Oui, je crois que j'ai entendu, là, mais comme je suis plus du tout les informations en ce moment, mais entre deux, qu'il y en a qui craignent que le Front National soit au premier tour majoritaire, dans 2012. Ça peut arriver, absolument. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, a affirmé à plusieurs reprises qu'il voterait pour François Hollande lors de la prochaine élection présidentielle. Les deux hommes inauguraient, moi je pense que tout le monde a vu les images, même ceux qui n'ont pas la télé, c'était difficile d'y échapper. Les deux hommes inauguraient. Robert, tu seras toujours un modèle pour nous. Les deux hommes inauguraient une exposition d'art ancien chinois. Ils se targuent tous. Bon, enfin bref, il paraît que Chirac est un véritable amateur, mais bon. Donc, inaugurait une exposition d'art ancien chinois dans le musée du président à Saran en Corrèze, lorsque l'ancien chef de l'État a fait cette déclaration, tout sourire à plusieurs reprises. Mais bon, après tout, même Chirac a le droit de préférer Flamby à Flambeur, non? Oui, tout à fait. Puis un mec qui aime la tête de veau pour pas être vraiment méchant. Ouais, c'est la vinaigrette, moi, qui... Bon, oui. Enfin... Si c'était avec de la mayonnaise, j'aurais encore moins de doutes sur ses capacités humaines. Ouais, la sauce gréviche, c'est plus... Ouais. L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, désolé, excusez-moi, c'est vraiment une mauvaise matinée, a proposé une seconde journée de solidarité. Ah oui, non, mais c'est lui l'auteur de la première, je le rappelle. Ce serait, a-t-il dit, la solution la plus simple pour financer en partie la dépendance. Une mesure d'autant plus opportune à mettre en œuvre que notre organisation de travail, là je le cite, comporte beaucoup de RTT. A-t-il ajouté, taclant au passage les 35 heures mises en place par Martine Aubry et que la droite a à peine aménagé. Bon, après la France d'en bas, tu te rappelles de sa formule fameuse, la France du bas de contention. Selon une prédiction... Bugarac, tu connais, non? Toi, un sudiste comme toi, tu connais Bugarac? Bugarac? Ouais, tu connais pas Bugarac? Non. Selon une prédiction, Bugarac, paisible bourgade de l'Aude, serait la seule à survivre à l'apocalypse. Ah bon? Entendu parler de ça, non? Non, pas du tout. Pas décidément. les visiteurs, c'est sa seule façon de continuer à aimer l'humanité, ne pas entendre parler d'elle, en fait. Les visiteurs en tout genre y affluent, donc à Bugarac. Bugarac, oui. Et les réservations pour la dernière quinzaine de décembre 2012 ont déjà commencé. Non, mais c'est dingue. Non, mais écoute. Gérard Palapra, Piquet-Cou et Robert, ça vous dit quelque chose? Gérard Palapra? Non. Allez, un petit Palapra. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise, pour la fin du monde, pas de vêtements. Palapra, c'était pas beau, ça. 1971. Jean, il a arrêté tous les compteurs en 1971. Moi, j'ai arrêté tous les compteurs, là. C'est génial. Le boum, pom. Non, ça, c'est des tablas indiennes. Vous savez, avec la rondelle de caoutchouc, là. Vraiment la totale, le chilom, le machin, et puis les paroles. Bon, allez, tout le monde à poil, tiens, non? Oh oui. En 2012. En 2012, tout le monde à poil. Mais enfin, poil, tout le monde à poil, les petits, les gros, les sur grands, la montagne, les méchants. À poil, tout le monde à poil sur la montagne. Mais enfin, il faut pas oublier non plus les illuminés du 1er mai. Il n'y a pas qu'à Bukhara qui se passe des trucs comme ça, qui se retrouvent tous les ans place de l'Opéra à Paris, à date fixe, pour soi-disant célébrer Jeanne d'Arc, en réalité, pour se prosterner devant un veau d'or. Voilà. Marine Le Pen, puisqu'on évoque le FN à nouveau, Marine Le Pen qui s'en est prise au curé. Oh non, Marine, écoute, franchement. Si, là, t'aurais pas dû. Quand même. Ah non, t'aurais pas dû, Marine. Les curés devraient rester, je la cite, les curés devraient rester dans leur sacristie, a-t-elle pesté dans un long entretien publié par le magazine La Vie.
De nombreux, je la cite à nouveau, de nombreux curés sont devenus des responsables politiques, a regretté ainsi la présidente du Front National. En prenant des positions éminemment politiques de lutte contre le FN, nous y voilà, le clergé français est sorti de son rôle et transmet des préjugés qui vont à l'encontre des principes qu'il devrait défendre. Une partie de l'effondrement moral de nos sociétés, de l'avancée de l'individualisme et du consumérisme est liée à l'affaiblissement de l'Église. Ah oui. Ah oui. Si les prêtres s'occupaient de leurs ouailles plutôt que de politique, cette situation serait probablement réversible, a poursuivi Marine Le Pen. Bon, je rappelle à ceux qui l'ignorent encore que les seuls curés qui aient l'heure de plaire à la baronne de Montretout officient à Saint-Nicolas du Chardonnay. Mais oh non. On connaît les biens, mais il est bon de les rappeler entre la famille Le Pen et les intégristes catholiques qui se compromettent dans cette église au cœur de Paris, Saint-Nicolas du Chardonnay. Ah oui. Et vous savez comment on reconnaît un prêtre intégriste, non? Mais il est tout en noir, il a une grande robe noire, comme il y a quelques 50 ans. Quoi. Absolument. Mais sous la robe. il est tout nu. Pour la fin du... Bon, allez. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci, bonjour. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Pour gouverner, il faut avoir manteaux et rubans sautoirs. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, et l'on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Et ben voilà, c'était Les Canuts interprétés par Marc Augeret et une chanson qui a été écrite par Aristide Bruand. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, que vous avez reconnue dans Augeret, la Raquel la 108e, avec la technique pique-et-coup, qui, comme vous l'a rappelé Jean tout à l'heure, dont on découvre enfin la voix radiophonique extraordinaire. Et notre Jean à l'instruction publique et à l'histoire de l'art plus particulièrement, qui va vous causer tout de suite dans le poste d'un texte de la chère Juliette Berton, que nous avons reçue ici une seule fois hélas. On aurait bien aimé la recevoir plus souvent. Pas de peau. Une doctorante en... Elle reviendra peut-être. Elle revient. Bon, me dit Jean avec son petit air pincé. Elle reviendra peut-être. Là, on lui laisse finir ses études. Voilà. Maintenant, elle est très occupée. Oui, faire un doctorat quand même, c'est... Ceci dit, ça date de 2009, la visite de Juliette. Ouais, compte, 2 ans déjà. C'était en novembre, je crois, octobre ou novembre. Non, je crois que ça doit être novembre 2009.
Bon, pour un comme nouveau le temps texte passe. de cette charmante et très érudite jeune fille, un texte sur la sculpture que Jean va tout de suite vous présenter. Voilà, effectivement, je reprends nos notes. C'est le 24 novembre 2009 que nous avions reçu donc Juliette Bertron, cette jeune doctorante en histoire de l'art à l'université de Bourgogne, qui travaille sur la parodie dans l'art moderne et l'art contemporain. Alors dans ce texte-là, de la sculpture au texte, le précédent, on avait lu aussi un extrait du tableau au texte. Tu sais, un commentaire qu'elle avait fait sur le complot j'ai un trou. Non, justement, j'ai toujours envie de dire de Chirico, mais c'est de. Non, oui, mais moi-même, c'est pas un trou, moi, c'est un gouffre. Mais bon. Bon, ça me reviendra tout à Oui, l'heure. tout à fait. Lamentable. Ça arrive comme ça de temps en temps. Oui, bon, Jean, je t'en prie, c'est pas Ici, rien. elle analyse dernière collaboration avec Yves Klein de Jean Tinguely, une sculpture qui date de 1988. Elle l'a choisie pour illustrer en fait la couverture d'un livre de Georges Perec, un petit bouquin, Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, publié chez Gallimard dans la collection Folio Plus Classique. C'est un des livres fondateurs de l'Oulipo, avec une admirable limpidité dont vous allez pouvoir juger rien que dans l'extrait que je vais vous lire. Juliette nous dit que l'utilisation par les artistes, évidemment c'est sous-entendu, d'objets quotidiens permet de rompre la barrière entre l'art et la vie. Une sculpture colorée, élégante bien qu'imposante, se dresse face à nous. Elle se compose d'une profusion d'éléments hétéroclites et familiers. Des tiges de fer, des miroirs, des panneaux, des rampes d'ampoules lumineuses, un ventilateur ou encore des roues en bois peintes apparaissent comme autant de pièces d'un assemblage mécanique. Plusieurs lignes verticales viennent encadrer et structurer cet ensemble de format horizontal, rythmé par les nombreuses roues disposées sur toute sa longueur et à ses deux extrémités. La sculpture ressemble à une sorte de gigantesque vélo au mécanisme complexe. Sert-elle à remonter le temps, à se déplacer dans l'espace, à voler ? Quelle que soit sa fonction, elle paraît tout droit sortie du cerveau d'un savant fou ou d'un mécanicien illuminé. Elle n'est pas sans rappeler les machines inventées et dessinées par Léonard de Vinci au XVe et XVIe siècle. Le maître italien est un modèle admiré et une référence incontournable pour l'artiste suisse Jean Tinguely, qui a réalisé en 1988 cette sculpture intitulée « Dernière collaboration avec Yves Klein ». Véritable chineur en quête d'inspiration, Tinguely acquiert, opus ou récupère dans des déchetteries des pièces d'anciennes machines cassées laissées à l'abandon. Il confère au registre du familier et du banal une dignité d'ordinaire réservée aux objets prestigieux, redonnant à ces matériaux récupérés une seconde vie en faisant la base et le support d'une création nouvelle. Tout en utilisant le fonctionnement issu du monde de la mécanique industrielle, Tinguely insuffle à son œuvre un air festif et enfantin. Dans Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour, Georges Perec explore et interroge lui aussi un mécanisme à l'œuvre dans l'écriture, sa plume étant guidée par l'utilisation de figures de style ou, pour reprendre ses propres termes, de fleurs et ornements rhétoriques offerts par la langue française, dont il dresse la liste à la fin de son ouvrage. Par ces divers procédés, Perec place son écriture sous le signe du jeu. Le texte est empreint d'une tonalité ludique, légère et comique. Tout comme Tinguely, Georges Perec donne à son œuvre l'impression paradoxale d'un désordre savamment organisé. Le mécanisme de dernière collaboration avec Yves Klein n'aboutit à rien, sinon au constat de son inefficacité. Le mouvement de vie qui est le sien est voué à une répétition sans but, perpétuelle, dans l'attente de sa future mort, inscrite dans la possibilité de la panne, de l'arrêt. Ces roues qui tournent comme des folles et répètent toujours la même parade symbolisent l'absurdité et l'inutilité de l'existence. Motif très récurrent chez Tinguely, la roue est érigée en objet fétiche. Elle incarne toute l'ambiguïté de ces machines, portant en elle à la fois la répétition dénuée de sens
et d'objectifs et un élan de vie optimiste, la possibilité d'une évasion, un moyen trouvé pour lutter contre la pétrification et la mort. Voilà, alors quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour est donc édité en folio par Gallimard, un folio plus classique comme je l'ai dit. Vous pouvez, ça coûte quelques euros, vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 01 Paris. Métro Robert. Aubercon, Fille du Calvaire ou République. Téléphone 01 48 05 34 08 et le site internet après les W, librairie-publico.com. Un petit bouquin, donc pour quelques euros, vous avez à la fois Georges Perec, Juliette Bertrand et Jean Tinguely. Passé à côté. Perso, c'est plutôt Juliette Bertrand qu'il faut absolument lire. Les autres, bon, on peut passer. Elle reviendra. Oui. C'est promis. Bah, merci Jean. C'est gentil. Et bien voilà, c'était le Maximum Couette, American Way of Life. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, la plus rebelle des radios, les plus rebelles des émissions, les plus rebelles des animateurs, avec Piqueco à la technique, Jean à l'instruction publique, et Robert pour faire prendre la mayonnaise. N'est-ce pas mon Jean? Absolument. Et elle prend. Absolument, mon cher Lucien.
Yves Klein et Tinguely, ils étaient à peu près aussi différents qu'on peut l'être, hein. Mais ils s'adoraient, ils avaient à la fois beaucoup d'affection l'un pour l'autre et de considération, au point que ils avaient envisagé des collaborations régulières qui ont été évidemment mises en défaut. Non, même pas. Non, comme nous, pas plus que nous. Je veux dire. Oui, non, bon, Jean, s'il te plaît. C'est là qu'ils vont tous se dire, ça y est, ils couchent. C'est deux gros dégueulasses. Ben, quand on veut réussir. Eh ouais. Mais faut y penser. Hein. On a compris ça depuis longtemps. Non, c'est que Yves Klein est mort jeune. Ah oui, c'est ça. Eh oui, très jeune. Il s'est suicidé. Non. Non. Je suis même pas sûr. Non, je pense à la photo de ça où il jette. Non, il a survécu à ça. Ouais. Non, je pense qu'il est mort d'un cancer. Non, comme ça, je sais pas. D'accord. Je me rappelle plus. J'ai un trou à nouveau comme aujourd'hui, ça fait beaucoup. Hein. Oui, ça fait beaucoup de trous. On peut le dire. Bon, enfin. Victor Brauner, le complot. Voilà, c'est ça. Oh là là. Ouais. Tu vois, ça revient. Ouais, comme je ça, déteste alors. cette peinture d'ailleurs. Enfin, bon. Non mais Jean. Eh ben, si c'est comme ça que tu penses que Juliette va revenir. Non, Juliette, non, ça n'a rien à voir. Non. C'est que je suis pas très sensible à cette peinture. Voilà, c'est tout. C'est trop intellectuel pour moi. Bon, en tout cas, sensible. Tinguely et Klein, ils avaient fondé ensemble les Nouveaux Réalistes. Donc là, je vais vous raconter un peu l'histoire d'un monsieur qui a aujourd'hui un certain âge, puisqu'il est né en 1926, comme ma maman. Ah oui. Donc Ouais. t'as oublié l'anniversaire. Bravo Jean. Non, je bravo me suis trompé d'un jour. Oui, bravo Jean. C'est un jour après, c'est un jour avant. Enfin, c'est toujours pas le mauvais. C'est jamais le bonjour. Quoi. Bah, l'année prochaine, c'est toi qui appelleras, ce sera. Oui, effectivement. Hein? Bien sûr. Je vais prendre une sécurité de ce type-là. T'appellerais le jour en disant Jean, c'est aujourd'hui. Alors lui, il a suivi il était d'ailleurs à la fondation, mais on va le voir tout à l'heure, des Nouveaux Réalistes. Il a suivi un chemin à la fois parallèle, je dirais, et complètement Divergent. divergent pas divergent. aussi, un petit peu Si. quand même. En tout cas, voilà. Prenant l'affiche comme l'élément, tu vois, le plus révélateur de la société dans laquelle nous vivons. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais Non, mais je trouve que c'est assez bien, assez juste. Ouais. à condition qu'on considère la société que sous son aspect consumériste. Tout à fait. Bon, c'est ça. Par ces lacérations, hein, sans aucune adjonction. C'était ça la volonté en départ. Hein. Aucune adjonction, c'est-à-dire aucune sorte d'intervention. De sa part, hein, opéré entre 1949 et 1957. Je dis ça, mais il est toujours en activité. Hein. Jacques Villeglé, il a un peu ralenti son travail, mais c'est tout. Ouais, parce qu'il n'y a plus assez d'affiches. Ouais. On peut dire que Jacques Villeglé a tenté de s'approprier le réel urbain. Voilà, c'est comme ça que je dirais ça. Hein. C'est en 1943 qu'il découvre l'anthologie de la peinture en France de 1906 à nos jours de Maurice Raynal. On ne connaît pas, moi, personnellement. J'avais un copain qui s'appelait Rénal, mais c'était pas Maurice. T'as pas ça dans ta bibliothèque Non. caché sous tes nombreuses... Non, ce serait plutôt toi qui devrais l'avoir, Jean. Oui, je me sens un peu... C'est vrai. Hein Maurice Raynal, 1906. Sur Price Ministère. J'ai un gros bouquin sur les artistes. Je sais pas comment ça. C'est ces gros bouquins du 19e siècle, des couvertures rouges vachement épaisses pour faire adorer et tout, tu vois. Et là, j'ai trouvé des perles là-dedans parce que il y a sur Millet, il y a sur tous ces peintres de cette époque, tu vois, des textes extraordinaires. Ah oui. Ouais. C'est un truc sur je me souviens plus du titre exact, mais j'ai trouvé vraiment des Parce trucs qu'il y en a un, il y a un mec, extraordinaires. mais c'est pas le 19e siècle, qui a commis comme ça des bios de tout un tas d'artistes de l'histoire, qui s'appelait Henri Perruchot. Ah bah je crois que c'est lui, ouais. C'est Ouais, possible. ouais. Je pense pas que ce soit le 19e. Non, mais Faudrait c'est au vérifier. début du 20e, quoi. Ouais. Mais Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, il y a pas une grande différence dans le format où. C'est dans la première moitié du 20e, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, non, je crois Henri que c'est Perruchot. Perruchot, ouais, effectivement. Quelques-uns comme ça sur Rembrandt, Van Gogh. J'en ai une pile. Il y a effectivement, comme tu dis, des perles. Je dirais même des perlouses. Pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas encore osé lire dans cette émission du Henri Perruchot. Mais... mais moi, je crois que j'en ai parlé à l'occasion de Millet et de comment ce grand caricaturiste qu'il y avait au 19e siècle, là, tu sais, celui qui caricaturait Louis-Philippe en poire et tout ça. Oui, Daumier, oui. Au Daumier, qui crevait dans la misère. Et Millet était très riche à cette époque-là, et il lui a carrément acheté une maison pour qu'il puisse savoir, parce qu'il avait été expulsé de sa maison, et il lui a acheté une maison il lui avait même versé une rente, tu vois, en francs
franc or, quoi. Cette D'accord. époque-là, tu vois. Donc lui, par exemple, il acceptait de vendre à des copains. Ah, oui, bon. Donc la suite, Jean, Oui, c'est quoi? Passons rapidement. Oui. Excuse-moi. Oh non, mais toi, il faut pas te tendre de Voilà, perche donc trop. dans cette anthologie de la peinture en France de 1906 à nos jours de Maurice Rénal, il y avait une reproduction en noir et blanc pourtant, hein, tu vois. Mais du coup, il a pu en apprécier justement le graphisme pur, hein, d'une œuvre de Joan Miró dont j'ai oublié le titre, hein, ainsi que la déclaration attribuée quand même par Rénal à l'artiste catalan, hein, je veux assassiner la peinture. Ouais. L'a impressionné fortement, oui. Ouais, tu crois qu'il a connaissais prononcé ça? Ah oui, oui, c'est une certitude. En tout cas, ce que je sais, c'est que Miro... Si Henri Perruchot l'avait dit, Oui. tu pourrais être un autre, Mais je crois que Miro, il refuse, dans sa maison, il y avait aucune œuvre de lui. Il refusait, tu vois, il voulait pas voir ces trucs chez lui. Ah, c'est fou, hein. Ouais, je suis assez sensible à ça, moi. Voilà. En 1949, donc c'est là que commencent les lacérations, hein. Avec Raymond Hins rencontré 4 ans plus tôt quand même, hein, ça a eu le temps de macérer, on va dire. Il arrache un long morceau d'une série d'affiches de concerts placardées sur une palissade du boulevard Montparnasse, tu vois. Ils en recomposent ensuite les lambeaux pour réaliser Ars Alma Manetro. Villeglé décide alors de circonscrire, hein, je vais dire ça comme ça, sa démarche appropriative aux seules affiches lacérées, hein, affiches qui deviennent des traces de civilisation, des œuvres d'art naturelles qui témoignent du monde, tu vois, de ses tensions, de ses conflits, et puis de sa beauté, bien sûr, hein, au bout du compte. Tu veux dire que lui n'intervient absolument pas dans la lacération? Non. Il les prend, elles sont lacérées. Elles sont lacérées comme ça, et c'est dans la recomposition, éventuellement, qu'il œuvre quand même de manière artistique. D'accord. Voilà, c'était hyper important pour lui. En 1957, il va y avoir un peu beaucoup de dates, hein, dans cette dans ce paplard. Je m'en excuse par avance. Non, mais t'es assez friand de dates. Oui, oui, mais là, je trouve qu'il y en a un peu trop, mais bon, oui, j'ai besoin de refixer le truc quand même. Donc, en 1957, Villeglé et Hins, ils travaillent toujours ensemble, hein, inaugurent leur première exposition d'affiches lacérées sous le titre Loi du 29 juillet 1881. Ah ouais. Ou le lyrisme à la sauvette, hein, en raison de la loi qui stipule que ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements à se réserver seront punis d'une amende de 5 à 15 francs. Elle est extraordinaire, cette loi. Ça fait... Je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur les rapports entre l'État et le capitalisme. Là, on y est en plein. Là, c'est vraiment l'État qui défend le marché. Là. Et pourtant, moi, je me souviens quand j'étais enfant, ce qui m'intriguait beaucoup, s'il y avait marqué défense d'afficher, loi de juillet 1881. Il y avait aussi ce chose-là où c'était interdit d'afficher. Oui, complètement. C'est à tous les murs, moi, je me rappelle. Ouais, c'était assez inquiétant. Moi, je comprenais pas du tout. C'est penser que les affiches, c'est des trucs qui peuvent vraiment blesser tout le monde. C'est comme des bombes, quoi. Tu vois. Non, mais cette protection, c'est extraordinaire. En 1959, Villeglé présente 45 affiches d'après le lacéré anonyme, dénomination avec laquelle il désignera dorénavant la création de toutes ses œuvres. Hein. Le 27 octobre 1960, excuse-moi encore. Non, Jean. Villeglé participe à la fondation, c'est important parce que ça ramène à cette création, hein. Donc à la fondation du groupe des Nouveaux Réalistes dans l'appartement de Klein. C'était 14 rue Campagne Première. Ça, c'est vraiment pour les délicats. À Paris. Pour ceux qui en doutaient encore. Oui. Non, c'est pas à Gonflans-Sainte-Honorine, c'est Paris. Il signe avec Armand Dufresne, Hins, Klein, Reiss, Restanis, Poëri et Tinguely la déclaration constitutive du groupe des Nouveaux Réalistes rédigée par Restani en 9 exemplaires. Ensuite, une année après, Niki de Saint-Phal et d'autres rejoindront le groupe. En 1961, il participe à l'exposition à 40 degrés au-dessus de Dada, organisé par Restani et consacré aux Nouveaux Réalistes à Paris. En 64, son œuvre Carrefour Auguste Delaune, Brigitte Bardot, j'aime bien le nom de ses affiches, est acquise par le Kaiser Wilhelm Museum de Krefeld.
Oh, bah oui. C'est la première affiche de Villeglé à entrer dans les collections d'un musée. C'est pour ça que c'est important. Hein. Voilà. En 69, j'essaye maintenant d'accélérer un peu. À l'occasion de la rencontre de Nixon et de De Gaulle à Paris, Villeglé aperçoit sur les murs d'un couloir de métro un graffiti qui sera le point de départ de la création de son alphabet sociopolitique, renvoie à la guérilla des symboles dont traite l'ouvrage de Serge Chakotine, le viol des foules par la propagande politique. On en fera peut-être un petit morceau un jour dans cette émission, parce que finalement, j'aime bien l'intitulé, le viol des foules par la propagande politique. Bah, c'est un grand classique, mais si tu veux, je me dis que quelque part, ça rejoint quand même nos préoccupations, et que, après tout, c'est pas qu'un alibi, quoi. Voilà. En 74, il commence la réalisation du film Un mythe dans la ville, dont le montage ne sera achevé qu'en 2002, grâce au concours du Centre Pompidou. En 91, là je fais un petit peu un grand écart, la politique d'affichage public rendant l'activité parisienne de Villeglé de plus en plus difficile. Il décide d'élargir son action à des centres urbains distants de la capitale en développant, tu vois, une nouvelle thématique fondée sur la décentralisation. En 97, il créera ainsi l'Atelier d'Aquitaine, une structure informelle qui est dédiée à la collecte en équipe d'affiches dans différentes régions de France. Il y a eu des expositions qui ont suivi. Hein. En 2008, le Centre Pompidou lui a consacré une rétrospective intitulée La comédie urbaine. Toute sa carrière, on peut dire que Jacques Villeglé, donc qui, comme je l'ai dit, est toujours actif. Hein. C'est un monsieur âgé, tout à fait charmant. Hein. J'ai pu le rencontrer à un vernissage, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, deux ans. Jacques Villeglé a privilégié donc toute sa carrière la part d'imprévu que comporte un décollage d'affiches, celle-ci demeurant pour lui l'expression d'une poésie collective qui plonge dans les mythes inconscients de notre culture. Voilà, une affiche de lacéré de Jacques Villeglé sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com, que je vous recommande de visiter de temps en temps, parce que Jean, il fait un travail considérable d'archivage, etc. Vous pouvez retrouver toutes les émissions. Absolument. Toutes les images dont Jean vous a parlé au cours de ces émissions. Donc et vous pouvez éventuellement même laisser un petit mot si vous en avez envie. Il y a cette possibilité aussi. Voilà. Je me réveille avec contrat, je branche la cafetière électrique. Je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment en êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je donne. J'habite au 1 de la rue d'Idouche, y a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ma boule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écoute-toi, donne-moi du nougat. Écoute-toi, donne-moi du nougat. Je dis: je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap, j'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier, je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat.
J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire. Je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit alors t'as fait quoi? Ben, je lui ai donné le nougat. Là-dessus je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait je viens avec toi. Moi aussi je veux du nougat. 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 Et ben voilà, c'était le Nougat par Brigitte Fontaine. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Une radio rebelle des animateurs rebelles, dynamiteurs à l'occasion. Faut un peu rêver. Arakaï, la 108e, avec Piquet-Cou, la technique, Jean, l'instruction publique, qui va tout de suite vous causer dans le poste de mon Jean. Ah, une petite histoire. Voilà, une petite histoire Manger le en secret. live. J'ai le secret. Oh oui, il a tellement de secrets, ce gars. Ben, j'avais déjà parlé, en fait, j'avais déjà fait un papier il y a quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Oui, bien sûr. Sur Joseph Beuys, tu vois, cet artiste allemand. Bah oui, c'était le copain de Topor, non? Non, je dois confondre avec. Il y avait un sculpteur contemporain qui faisait des étrons qui faisait en bronze là. Comment il s'appelait? Il avait un nom. Qui avait participé au groupe Panique, non? Ouais, je pense, ouais. Ah bon? C'était un pote à Topor, je les ai vus une fois tous les deux côtés bourrés. Non, je pense pas que c'était non, c'est pas Beuys. Non, je me suis bourré. Beuys que d'aucuns ont osé comparer à Léonard de Vinci. Oui, non, surnommant le Léonard de Vinci du XXe siècle. Ça, on verra, hein, l'histoire jugera. En tout cas, c'était donc un artiste allemand que moi je trouve très intéressant. Tout artiste contemporain, parce qu'au continu, il est mort, mais on continue à le considérer comme un artiste contemporain. Donc voilà, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il devient pilote de bombardier, Joseph Beuys. Et en 1943, son avion est descendu par la DCA, je sais pas si on appelait ça comme ça, la DCA, en tout cas, de soviétique. Ah oui, non, ça devait pas s'appeler la DCA, mais enfin, tout le monde comprendra ce que je veux dire. Et alors, il est recueilli la défense antiaérienne. Et il est recueilli dans un état de délabrement, parce qu'il est complètement gelé, il tombe en pleine Crimée, donc on est en plein hiver, dans la neige, il est gelé, il est à la fois brûlé et complètement gelé. Tu vois, il est recueilli par la population tartare qui va en fait le mettre dans un grand morceau de feutre qu'ils ont complètement noyé de graisse. Quel type de graisse, ça, je sais pas. Peut-être de la graisse de yak, j'en sais rien. Et alors, il balance ce pauvre Beuys là-dedans, et c'est ce qui va lui sauver la vie. Puisque, en tout cas, c'est une histoire qui se plaisait à raconter. Maintenant, on a des doutes aujourd'hui assez sérieux sur la validité de cette histoire. Moi, ce que je trouve dans cette histoire, c'est qu'elle prouve quand même une certaine forme de créativité, je dois dire, dont il va faire preuve ensuite tout au long de sa vie. Hein. Et puis, je trouve que ça peut expliquer ou justifier la formulation tout homme est un artiste par laquelle il s'est rendu célèbre. Hein. Tout homme est un artiste, voilà. Le but de Beuys, hein, Joseph Beuys, c'était un petit peu de redonner dignité à tout ce que la société s'autorise à jeter. Hein. Ce sont des matières, je parlais tout à l'heure de graisse, les matières dans lesquelles il a été, les tartares, soi-disant, lui ont sauvé la vie, ce sont des matières qu'il va utiliser ensuite dans pratiquement chacune de ses œuvres. La graisse, le feutre, la Croix-Rouge, un petit peu moins, mais aussi. Hein. Donc le but est de redonner dignité à tout ce que la société s'autorise à acheter, hein, et de témoigner évidemment ainsi contre le consumérisme de notre société. Hein. Voilà. Alors à la fin des années 70, Beuys, il commence à être, il est assez célèbre. Moi, c'est une installation que j'ai vue à l'époque. Je faisais mes études aux Arts Déco de Strasbourg,
Et on a fait le voyage depuis Strasbourg jusqu'à Beaubourg, et ça m'a laissé pantois, moi, cette installation qui s'appelait Infiltration homogène pour piano à queue. Ah oui, je connais. Alors c'est un espèce de je vais dire, de gros animal échoué dans un monde désertique. C'est un piano à queue, en fait, entièrement recouvert De feutre. et sur le côté duquel il y a une croix rouge qui est imprimée comme l'étaient les signes comme ça pendant la guerre. On a l'impression que c'est fait, c'est assez grand, mais on a l'impression que c'est fait à la patate, tu vois, à la patate trempée dans la couleur. Bon. Voilà. Et évidemment, le public va récupérer cette installation, ce piano, et tenter de jouer sur les touches de ce piano à travers la feutrine. Résultat, quand en 1985, le Centre Beaubourg propose à Joseph Beuys de faire une nouvelle installation qui s'appelle Plight, et qui est à peu près d'ailleurs le même principe, hein, un piano à queue recouvert d'une feutrine, mais sur lequel il y a aussi un thermomètre à la place de la Croix-Rouge. Timidement, les organisateurs, tu vois, du Centre Beaubourg lui demandent s'il pourrait pas amener un peu plus de feutrine, enfin de feutre, de manière en lui expliquant, voilà, le feutre qui recouvre le premier piano, votre infiltration homogène pour piano à queue, et le feutre est très dégradé à cause du public, quoi. On n'a jamais empêché le public de frapper les touches, et là les touches sont en train de sortir de tous les côtés, c'est assez catastrophique. Maître, si vous pouviez amener un peu plus de feutre, enfin, ceci est bien sûr laissé à votre libre arbitre, mais bon, ce serait peut-être pas mal de remplacer ce feutre, quoi. Et lui dit, ah oui, aucun problème, j'en ramène plus qu'il ne faut. Voilà. Et alors son premier soin, avant d'installer Plight, évidemment, qui, je sais pas, à l'époque on ne sait jamais ces choses-là, on ne sait pas combien Beaubourg a payé Plight, après, et combien non plus il avait payé Infiltration homogène pour piano à queue, mais le premier soin donc de Beuys, au moment où il arrive, c'est d'enlever ce feutre abîmé, le poser dans un coin avant de... Et au lieu de mettre la nouvelle pièce de feutre sur le piano, il contemple comme ça longuement la vieille enveloppe, quoi, qui est ramassée comme ça par terre, toute mitée, toute dégueulasse. Il reste longtemps à la contempler, puis d'un coup, il prend l'enveloppe comme ça de feutre et il va l'accrocher au mur derrière sa nouvelle installation. Ah oui, un marteau, un clou, il plante le truc au mur, puis ensuite il le voit écrire sur un petit bout de papier. Le directeur s'approche et sur le petit bout de papier accroché à côté donc de cette vieille enveloppe de feutre, il y a marqué La Pau 1985. Voilà. Et à ce moment, Joseph Beuys se retourne vers le directeur du Centre Beaubourg et lui dit, avec un accent allemand que je vous laisse faire vous-même, hein, celle-là, je vous fais cadeau. Voilà, moi c'est une histoire qui m'émeut parce qu'en fait il est mort l'année suivante, donc en 1986. Joseph Beuys, voilà, Joseph Beuys La Pau, c'est pas joli ça? Ah oui, hein? Parce que je connaissais l'histoire, mais je me souvenais plus de... quand tu me le rappelles comme ça, l'histoire du feutre, tu vois, mais je me souvenais plus qu'il avait mis un papier avec La Pau 1980. Ça, je trouve ça génial. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà mon Robert. Bah merci mon Jean. Vous êtes gâtés ce matin les mecs, mais il va partir. C'est pour ça il a fait un effort particulier. Pour ça.
ben voilà, c'était la valse à tout le monde de Fréhel. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, en 200 mètres sans publicité, avec Piqueco à la technique, Jean à l'instruction publique, qui va vous causer tout de suite des expos à ne pas manquer, c'est-à-dire à voir. Fais-nous tes petites annonces traditionnelles. Ah bon, oui, les petites annonces trad, oui, c'est ce qu'on avait convenu, j'avais déjà tout oublié. Bon, les petites annonces trad concernant les œuvres de la Fédération anarchiste, car elle a des œuvres, notre bonne fédération. Radio Libertaire, tout de suite, où nous sommes en ce moment, que vous nous entendez tous les mardis matins entre 11h et midi et demi. Et cette radio, évidemment, elle a du matos qu'il faut entretenir, ça coûte des sous. Vous savez que notre radio nous coûte 4500 € par mois. Jean me regarde d'un air effaré. Ah oui. Ouais, non, mais de maintenance, donc vous voyez, on n'a pas forcément de la thune qui tombe pour assurer. Donc voilà, on fait appel à vous. Si vous voulez avoir toujours une qualité du son toujours meilleure, parce qu'il faut revenir quelques heures en arrière, et il y a quand même une petite différence. Bon, alors on édite une carte, ça s'appelle la carte d'auditeur, pour 20 €, que vous pouvez trouver à la Librairie Publico, 145 rue Amelot. Donc Jean vous parle à tous les mardis à propos des textes dont il vous parle. Voilà, vous rentrez à la Librairie Publico, et puis vous voyez Laurent ou Max, qui sont nos permanents. Enfin, les permanents à la librairie, ils nous appartiennent pas, et qui gentiment vous remettront cette carte d'auditeur contre la modique somme, enfin modique pas pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas de thunes, évidemment, ils sont pas obligés de payer cette somme de 20 € pour avoir la carte d'auditeur et des soutiens de la radio. D'abord, le premier soutien, c'est de nous écouter et de nous le faire savoir. Après, pour le reste, bon, bah, c'est chacun comme il peut. Ensuite, nous avons donc la Librairie Publico, 145 rue Amelot, je vous le rappelle. Oui, on peut vous donner son numéro de téléphone, Jean vous le donne, je vous le redonne à nouveau, si vous n'étiez pas encore réveillé, 01 48 05 34 08. Et là, dans cette librairie, vous pouvez trouver de la littérature militante anarchiste, bien sûr, de la presse révolutionnaire, mais aussi de la littérature générale, des CD de chansons, surtout Léo Ferré. Non, je ris, mais je suis vraiment content. Donc Léo Ferré au moins reste là. Brassens, Cossimon, Serge Giroyo, etc., etc., etc. Puis des badges, des flyers, et puis des gratos, même pour une petite poignée de 100. Et puis des affiches, et puis des t-shirts, et puis voilà, toute la bimbeloterie qu'on peut trouver dans une librairie militante particulièrement. Bon, des badges aussi, probablement, oui, des badges. Donc la Librairie Publico, c'est le lieu anarchiste par excellence de la capitale, où les groupes révolutionnaires peuvent se réunir parfois, et où tous les samedis après-midi, il y a des rencontres avec des auteurs, avec des gens de cinéma, de théâtre, etc., 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 et parfois des petites expos de peinture. Bien que le lieu s'y prête pas tellement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et puis la troisième œuvre de la Fédération, Le Monde Libertaire, que vous trouvez tous les jeudis dans les quelques kiosques de la capitale, ou comme cette émission vous le suggère à chacune de ses interventions sur l'antenne, vous pouvez les chourer si vous n'avez pas de thunes pour les acheter, ce qui peut arriver. C'est une grande tradition anarchiste qui s'appelle la reprise individuelle, instaurée par les travailleurs de la nuit, avec Alexandre Marius Jacob, et voilà, qui reprenait aux riches ce qu'ils avaient volé aux pauvres pour les redonner aux pauvres. Bon. Ou à la Librairie Publico, Le Monde Libertaire, il y a un dépôt de presse, et là, vous ne chouerez pas. Vous payez à nos camarades Laurent ou Max. Et puis, vous pouvez l'emporter chez vous et vous enrichir un petit peu les neurones avec ce que vous pouvez trouver dedans, des informations générales, des news, etc., de l'actualité, mais aussi des textes militants, puisque tous les militants anarchistes peuvent écrire dans Le Monde Libertaire. C'est leur organe d'abord, qu'ensuite on vous propose de partager avec nous. Voilà, c'est fait, mon Jean. Maintenant, c'est à toi de reprendre la parole pour nous parler des expos. Les expos à ne pas manquer. La première, c'est Mimo Jodis. Ça, c'est les yeux du Louvre. Hein. C'est au musée du Louvre, évidemment. El Sully, à l'entresol, salle de la maquette. Là, je vous dis tout. Hein. Ouais, tu dis tout. Et ça, c'est valable jusqu'au 15 août 2011.
Alors après avoir travaillé sur les ravages causés par le temps, sur les sculptures antiques du musée archéologique de Naples, puis sur des tableaux baroques du musée de Capodimonte en les confrontant avec des portraits photographiques, l'artiste italien Mimo Giodis propose au Louvre un nouveau projet centré sur le regard. Alors en juxtaposant en fait des photographies de portraits célèbres du musée, toutes époques confondues, je précise, avec celles de personnes travaillant au Louvre, le petit personnel du Louvre, il cherche à abolir le temps et la différence entre peinture et photographie. Alors les yeux des personnages, en fait, le principe est tout bête, mais je le trouve redoutablement efficace. Les yeux des personnages sont alignés à la même hauteur et regardent le visiteur. Voilà, c'est le principe qui vaut autant pour les portraits célèbres du musée que pour les photos qu'il a réalisées pour l'exposition. Il ne s'agit pas, évidemment, uniquement de créer des analogies entre portraits peints et portraits vivants, mais de redonner vie, âme et caractère aux figures du passé, tout en conférant un nouveau statut aux modèles photographiés. Voilà, très intéressant ça. Paris Delhi Bombay, ça c'est au centre Pompidou, place Georges Pompidou. 75 1004 Paris, c'est jusqu'au 19 septembre 2011, vous avez du temps. Après Paris Delhi Bombay, le centre Pompidou, Paris Delhi Bombay, le centre Pompidou présente une exposition inédite qui invite à découvrir la société indienne contemporaine à travers les regards croisés d'artistes indiens et français, et dont l'ambition et de générer des échanges et de tisser des liens durables entre les deux cultures, les deux scènes artistiques. Voilà pour les expos, mon Roro. Merci, mon Jean. On fait une petite pause musicale et par les annonces d'Agnès. Et tu finis par les annonces d'Agnès. Absolument. Marche. Va la vie d'ici, la vie est là d'ici bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser à devant des écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fin de nuit d'abus du soufflet qui s'étire hérissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques pour qu'aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le donc, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et à passer. Sur ton accordéon tu touches à toucher pour les facile, agile là du bout des doigts d'aussi le songe à si tu médites des fois tu fasses sourire maman une note cassée. Casser on n'allait plus jamais dans la c'est la musique à fini mélodie qui vit et file la masse en balai casser la balade dans l'horizon. Sur ton accordéon tu touches à toucher pour les facile, agile là du bout des doigts d'aussi le songe à si tu médites des fois tu fasses sourire maman une note cassée. Casser on n'allait plus jamais dans la c'est la musique à fini mélodie qui vit et file la masse en balai casser la balade dans l'horizon. Ainsi va lui battre la vie ça va tu l'as dit. Au bal aussi c'est là que t'as tout vu passer le passé dépaysé. Vas-y l'évasif, vas-y l'enfant, tout perdu déjà. Jadis on a dit mais il y a la question comme tu la passes comme et si c'était dommage, si c'est un hommage aux hommes assis devant, vu de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le donc, dans des mots doux, dit désir ici, efficace et à passer. Et si loneliness disparaît tout la gâche, t'enverrai comme bec, qu'une désir ambitieuse, assurément libère, tout est l'animal sauvage, la cause, comme t'es la hate, d'abord voilà tu che triga, tu che traca, tu che tocca, tu che riga, tu che raga, tu che rigo, ragunana, bebe milu, coppa, fit, caburut, e in quelle copa, tu che triga, tu che tacca, tu che tocca, tu che riga, tu che raga, tu che rigo, ragunana, bebe milu, caburut. Une cop du scope, bebe
Si l'oubli disparaît tout langage, t'embrai tout me fait qu'une désir ambitieuse, assurément libère toute l'animal sauvage, la cause pour me taire. Si tu n'es pas d'avis, à ton avis ça se vit, et puis t'as l'hésitation qui va faire éclater le banc des ateliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflet, il s'est tiré, c'est bon, c'est le ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques pour qu'on s'y va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le-nous dans des mots doux du désir ici, efficace et ta pensée, si toi tu dois ton droit. Et voilà, c'était La vie d'ici-bas d'André Mainviel. Et voilà, c'était sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Et tout de suite, les annonces d'Agnès. Chère Agnès, merci de nous envoyer ces annonces toutes les semaines. J'espère que tu vas continuer, que tu vas pas prendre de vacances, que tu vas continuer de nous en envoyer. Ou si tu pars en vacances, tu nous envoies une pile avant, quoi. Voilà. Bon. Un appel à soumission de projet artistique à la Maison des artistes visuels. Je vais vous donner le site tout de suite après. Alors, la date limite d'envoi des dossiers est le 1er septembre 2011. Donc, vous avez 2 mois minimum. 2 mois pour vous bouger les miches. Et ça concerne tous les projets possibles, imaginables que vous puissiez avoir. Ça va de la photographie en passant par l'écriture aussi, pourquoi pas. J'ai pas lu complètement l'intitulé. Parce qu'il y en a tout un paquet. Je précise, ce sont les artistes visuels francophones. Oui, visuels, donc pas de gribouillage, mais les artistes visuels francophones. Alors il y a plein de contraintes que je vais pas vous énumérer parce qu'on y passe la journée. Je vais seulement vous donner un lieu où vous pouvez écrire pour envoyer vos dossiers. Et le site de cette Maison des artistes. Voilà, alors, la soumission de projet artistique à la Maison des artistes visuels. Là, c'est pas trop problème, hein, si vous parlez français correctement, si vous l'entendez aussi correctement, si vous n'avez pas un appareil pour sourds, ou malentendants, comme on dit maintenant. C'est au Canada, hein. C'est au Canada, voilà. Ouais, Donc, Canada. voilà. Puis les Canadiens, vous savez, ils sont assez, c'est pas des rêveurs comme nous, hein. Comme chez nous, ils sont assez précis quand ils font des choses comme ça. Des initiatives comme ça. Alors, c'est la Maison des artistes visuels, 219 boulevard Provencher, P-R-O-V-E-N-C-H-E-R, Saint-Boniface, entre parenthèses MB en lettres capitales, et suivant R2H 0G4. Après, entre parenthèses 204, puis 237-5964. Je ne vais pas vous répéter parce que je vais vous donner le nom, l'adresse du site où vous pouvez retrouver probablement toutes les informations que je ne vous donne pas ce matin dans le détail. C'est www.maisondesartistes en un seul mot, .mb.ca. Je répète, www.maisondesartistes en un seul mot, .mb.ca. Et là, normalement, vous avez toutes les infos que je vous ai Oui, pas. parce qu'en fait, quand tu cliques, là, pour l'instant, hein, en tout cas, moi, je pense que c'est valable au moins jusqu'au 1er septembre. Ouais. Quand tu cliques donc sur ce site, la page d'accueil t'amène directement sur cet appel à candidature. Voilà, c'est ça. Où vous avez toutes les infos. Il y a toutes les infos, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hein. Et vraiment, c'est une liste assez longue, je vous assure. Il n'y a rien de laissé au hasard. Hein. Paresseux. Bon, à partir du 24 mai jusqu'au 15 septembre 2011 minuit, vous pouvez envoyer votre projet. Donc déjà, c'est en cours, mais vous avez jusqu'au 15 septembre 2011 à minuit pour envoyer votre projet pour le prix SAM 2011 par email au format PDF exclusivement à l'adresse suivante en un seul mot, prix SAM 2011 @gmail.com. Je répète, prixam2011 @gmail.com. Alors dans le prixam 2011, c'est curieux parce qu'il y a des capitales,
Il a pris toutes les adresses normales, mais Sam, c'est en capitale. Alors je sais pas si c'est une connerie ou si c'est... Alors vous essayerez les deux. Si le Sam en minuscule ne marche pas, vous mettez le Sam en capitale. Normalement, en minuscule, ça marche. Je crois que ils ouais. ont fait ça pour insister sur le SAM 2011, quoi. D'accord. C'est vraiment leur, Le prix Sam pour l'art contemporain est organisé par Sam Out Projects. Le prix Sam est doté de 20 000 €. Enfin, un prix raisonnable. D'une exposition au Palais de Tokyo à Paris et d'une publication. Il a pour objectif, blablabla, de sélectionner un projet artistique dans un pays dit émergent ou de l'exposer dans l'année qui suit au Palais de Tokyo à Paris. Tous les modes d'expression, toutes les disciplines appartenant aux arts plastiques et visuels sont concernés. Peinture, sculpture, installation, photographie, vidéo, etc., etc., etc. Les 4 critères de sélection sont être un artiste français réalisant en France depuis au moins 2 ans, proposer un projet à destination d'un pays dit émergent, être âgé de plus de 25 berges, être représenté par une galerie en France. Ça, c'est un peu con. Votre dossier au format PDF exclusivement comprendra impérativement votre nom, blabla, c'est tout le truc habituel. Et je vous donne les membres du comité de Sam Art Project se réuniront en désignant le lauréat le 15 décembre 2011. Et l'adresse du site, c'est http://www.samartproject, alors SAMARTPROJECTS.org. Et vous pouvez retrouver, je suppose, ces annonces sur le site, sur le blog de l'émission. http://arakai.blogspot.com. Oui, il y a des liens. Il y a des liens vers les deux sites. Voilà. Donc, merci d'avoir nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous rappelle que notre Jean va vous lâcher les neurones pendant 2 mois parce qu'il part dans sa montagne pour se ressourcer. Il en a besoin de soupe aux orties, etc., etc. D'autres sources, ah oui, là, je dis, pour arroser le pastis, non, je déconne. Non, c'est le paradis sur Terre. Bon, on lui souhaite des bonnes vacances et on espère le retrouver en pleine forme à la rentrée. Au revoir, Piquet-Cou. Au revoir, mon Jean. Salut, puis on vous laisse donc avec Laurent. Oui. Enfin, on sait, j'espère qu'il est là. Break This Mess. Voilà. Et son cocktail de musique radicale. Tout à fait, mon cher Lucien. Au revoir.